Salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la rétrospective du Golden Age. C'est parti. Dans la vidéo précédente, on avait laissé Guts aux mains de la troupe du Faucon. Voyons voir ce que la causalité lui a réservé. La partie que nous allons traiter aujourd'hui s'attarde surtout sur les tomes 5, 6, 7, 8 et 9. Du coup je pense que vous l'avez compris, j'ai décidé de scinder le Golden Age en 3 vidéos. La première qui est déjà sortie, la seconde qui est celle-ci, et la troisième qui sortira après. Bref. Trêve de bavardage inutile, commençons la vidéo. Serait-il possible qu'il existe en ce monde la main de Dieu? Une loi qui transcenderait tout et tiendrait le destin des hommes à sa merci. Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. On retrouve Guts, 3 ans plus tard, à la tête des forces d'assaut de la brigade des Faucons. Il se met en route vers des lanciers de la cavalerie du Mouton Noir de l'Empire Tudor. L'Empire Tudor, c'est un royaume voisin aux Midlands, et ils sont en guerre depuis plus de 100 ans. Le reste de la brigade vient lui venir en aide et on retrouve toute l'équipe que nous avons laissée lors de la vidéo précédente. La bataille ne doit qu'une formalité pour la troupe, et ils finissent assez rapidement. Tout le monde félicite Guts, mais Casca ne le voit pas d'un bon œil. Elle trouve que d'avoir foncé seul face à l'ennemi est un comportement irresponsable. Pour Casca, Guts n'a aucune considération pour ses hommes. Pour elle, il n'est qu'un chien enragé. La discussion était sur le point de s'envenimer, mais Griffiths arrive pour les arrêter. Ce dernier prend Guts à part et lui explique que ses comportements solitaires font partie de son plan. Grâce aux nombreuses batailles livrées pour le roi de Midland, Griffiths est fait chevalier au désaccord d'une grande partie de la cour qu'il ne considère comme un gueux, car il n'est pas de sang noble. Lors d'une autre bataille, la troupe de Guts se retrouve en difficulté car un seul homme arrive à mettre en déroute la plupart de ses hommes. On apprend par l'intermédiaire de Judo qu'il s'agit de Zod l'immortel. Un guerrier légendaire parmi les mercenaires, on ne compte plus ses victimes par centaines mais par milliers. Guts, à bout de voir ses hommes se faire tuer, décide d'aller à la rencontre de l'homme. Il est titanesque, et très vite un combat entre les deux s'enclenche. Zod a un avantage plus que certain, mais Guts, grâce à son allonge et sa force titanesque, réussit à blesser le monstre. Malheureusement, il n'est pas au bout de sa peine. Le monstre se transforme en immense bête poilue et cornue, Nosferatu Zod. Le premier réflexe de Guts, c'est la peur. Il esquive les coups tant bien que mal, mais il sait très bien que s'il se prend un coup et qu'il se protège pas, il est mort. Guts a du bol, Griffiths finit par arriver avec les autres membres de la brigade, et un combat Griffiths-Guts contre Zod s'enclenche. Les deux hommes réussissent tant bien que mal à blesser le monstre. Griffiths se fait jeter et tombe dans les pas. Zod était sur le point de le tuer, mais découvre la béérite que Griffiths porte, l'œuvre du roi conquérant. Il décide de partir en volant sans oublier de dire à Guts que s'il est un vrai ami pour Griffiths, cette œuvre va lui causer beaucoup de tort afin que les ambitions de ce dernier aboutissent. Après le départ du monstre, il va y avoir une dispute entre Casca et Guts, car selon Casca, c'est de la faute à Guts si Griffiths est dans le coma. Mine de rien, cette dispute va profondément marquer Guts. Griffiths sur pied et va rejoindre Guts. Celui-ci lui demande pourquoi il a risqué sa vie pour le sauver et Griffiths ne répond pas vraiment à cette question. Puis c'est ce moment précis où on nous introduit de nouveaux personnages. La princesse Charlotte, fille du roi, Julius le dauphin du royaume, mais aussi le roi. On comprend que Griffiths porte un certain intérêt pour la princesse. Cette dernière, alors qu'elle allait tomber, se fait rattraper par Griffiths, mais Julius prit cet acte comme un affront et se met à gifler Griffiths. D'ailleurs, Julius, parlons-en, ce dernier va se faire endoctriner par Messire Fausse afin de monter un assassinat contre Griffiths lors d'une partie de chasse. Mais le soir avant de cette partie de chasse, Guts il fait la promesse de toujours servir Griffiths par son épée, car désormais ce sera sa nouvelle raison de vivre. Lors de la partie de chasse, alors que Griffiths était parti sauver la princesse car son cheval avait pris peur à cause d'un gibier, il se fait tirer dessus par un sous-fils de Julius. Mais manque de bol pour le tireur, Griffiths se fait sauver par sa béérite qui a encaissé le coup à sa place. Une chose qui va trahir le tireur, du moins les employeurs du tireur, est que le poison qui a été utilisé dans la flèche est un poison qui coûte très cher. Du moins c'est ce qu'en déduit Griffiths. Le soir même, il convoque Guts afin de lui fournir une mission spéciale. Tuer Julius car il est sûr que c'est lui qui a tenté de le tuer. Guts s'exécute et pénètre dans son domaine pour le tuer. Il le tue mais son fils Adonis était présent lors de l'acte. Guts n'eut pas eu d'autre choix que de le tuer, ce meurtre va profondément le marquer. Il réussit à s'enfuir en passant par les égouts mais lors de sa fuite il tombe de fatigue et rêve de Gambino et de son meurtre. Petit aparté, la relation entre Julius et Adonis ressemble beaucoup à la relation Guts-Gambino, mais on en reviendra plus tard, vous inquiétez pas là-dessus. Il va retrouver l'équipe afin de savoir où est Griffiths. Ce dernier est au château dans un banquet donné en l'honneur de la princesse. Casca remarque directement que Guts ne va pas très bien car il est blessé au bras. Arrivé au château, Guts et Casca entendent une discussion entre Griffiths et la princesse. Ce dernier parle de sa façon dont il perçoit ses amis et il dit que pour lui un ami véritable est son égal. Cette phrase va profondément marquer Guts, mais leur discussion vire de court quand, au château, la nouvelle de la mort de Julius et de son fils est annoncée. La troupe du Faucon est désormais le seul espoir du pays. Griffiths, au fil d'une discussion avec Messire Fausse, comprend que c'est lui qui a manipulé Julius. C'est ensuite Charlotte qui vient le voir pour lui filer un porte-bonheur de sa mère, sous les yeux dominateurs de sa belle-mère, qui ne comprend pas pourquoi sa fille a fait cet affront.
Une autre bataille contre les membres de la Benne Bleue de Tudor se déroule, mais Casca est mal en point. Elle se tord de douleur en plein combat, son combat contre Addon tourne dans sa défaveur. Elle commence à perdre et elle est sauvée par Guts, mais ces derniers tombent d'une falaise et tombent dans l'eau. Ils se réfugient dans une grotte, Guts déshabille Casca et on comprend qu'elle avait ses menstruations. Il la réchauffe avec son corps nu, comme elle a pu le faire auparavant. Au réveil de Casca, une dispute éclate, mais cette fois-ci, elle va être instructive. On apprend par le biais de Casca son histoire et aussi sa rencontre avec Griffiths. Elle a été vendue à un riche homme par sa famille, trop pauvre pour bien l'élever, mais son acheteur a tenté de la violer. C'est à ce moment que Griffiths arrive pour la sauver en lui donnant une épée. Elle tue son acheteur et décide de suivre Griffiths. Casca dit elle-même qu'elle voue une admiration sans faille envers Griffiths. Elle raconte aussi des événements de la vie de Griffiths, comme le fait qu'il vend son corps aux seigneurs les plus puissants afin de financer des batailles pour éviter les morts inutiles. Leur discussion se termine sur l'incompréhension de Casca et de l'intérêt que porte Griffiths envers Guts. Nos deux amis vont se faire retrouver par les hommes d'Addon, et Guts décide de tous les affronter tout seul pendant que Casca va chercher du renfort. Cette dernière s'exécute malgré beaucoup de réticence à le laisser seul. C'est un combat de 1 contre 100 qui s'engage et c'est vraiment l'une des scènes les plus épiques du manga. Elle se fait malheureusement rattraper, mais elle est sauvée par Judo et les autres. Ils avaient été envoyés par Griffiths car Casca et Guts sont selon lui les meilleurs éléments de la brigade. On retrouve Guts à moitié mort, entouré d'une centaine de cadavres. Ils sont tous les deux ramenés au campement et Guts est envoyé au soin intensif. Malgré ses blessures, il refuse de rester couché et va s'asseoir sur la colline voisine pour observer les feux de camp de la brigade au loin. Il est rejoint par Casca qui lui applique une poudre d'elfe donnée par Judo. Puis on a une autre discussion qui part d'une métaphore des flammes et des feux de camp qui formerait une énorme brasier appelée Griffiths, comme si que tous les membres de la brigade des faucons étaient liés à ce dernier afin qu'il puisse réaliser son rêve. Mais Guts dit lui-même qu'il n'est pas pourvu de cette flamme, et commence à penser à partir de la brigade à la stupeur de Casca. Griffiths est de retour et félicite Guts et Casca d'être toujours en vie. Pour la bataille de la citadelle de Dredre, Griffiths affirme au roi que la brigade des faucons fera l'affaire. À la surprise générale, le roi accepte que Griffiths passe à l'offensive. Lors de la bataille, la troupe du faucon est répartie en deux flancs. Le premier avec Guts, Griffiths et la troupe, le second est constitué de Casca et de quelques hommes. Le premier flanc passe à une offensive frontale contre le général Boscorn et le seigneur Ganon. C'est le seigneur qui a eu des rapports sexuels contre de l'argent avec Griffiths. Pendant que ces derniers sont au front, Casca et sa troupe en profitent pour pénétrer le château. D'ailleurs, le château a été déserté parce que Ganon a mis une rançon sur celui qui arriverait à capturer Griffiths. Mais en manque de bol pour Casca, Addon était resté, un combat entre cette dernière et lui démarre, et très vite Casca trouve l'avantage. Pendant ce temps-là, Guts a du mal avec le seigneur Boscorn. Il lui a brisé son épée, mais Zod lui en fournit une. Guts dégonne Boscorn et son cheval, et au même moment, la citadelle est entièrement prise par Casca et ses hommes. Les membres qui restent de Tudor commencent à fuir le champ de bataille, à la stupeur du seigneur Ganon, qui, après avoir tenté d'amadouer Griffiths, se fait trancher la gorge par ce dernier. De retour à la capitale, la troupe du Faucon est érigée en héros. Tout le monde les acclame et ils sont promus par le roi au rang de nobles. Ils deviennent l'ordre du Phénix Blanc. Malgré ça, les intrigues de cour continuent. Griffiths est victime d'une tentative de meurtre au poison, encore une fois, perpétrée par la reine et tous ceux qui s'opposent à Griffiths, dirigés par Messire Fos. Mais bon, tout était prévu par le Faucon Blanc, qui avait réussi à soudoyer Fos en prenant sa fille en otage. Griffiths mit le feu au manoir avec tous ses opposants dedans. Comme il était présumé mort, personne n'aurait fait le lien avec Griffiths. De retour avec la troupe, le royaume pleure sa reine disparue. Un mois plus tard, Guts choisit de partir. Casca, qui l'avait vu, tente de l'arrêter, mais en vain. Judo et Corcus vont discuter avec lui afin de comprendre ses motivations. Judo semble assez coopératif, par contre Corcus pas vraiment, et explique à Guts qu'il n'est jamais content et que c'est qu'un chien assoiffé de sang. Guts leur explique qu'il n'a plus envie d'être dans l'ombre de Griffiths. Il veut un rêve, quelque chose qui ne soit rien qu'à lui. Il veut être en somme l'égal de Griffiths. Judo suggère à Guts de prendre Casca avec lui, mais ce dernier refuse car il explique qu'elle est obsédée par Griffiths. On comprend qu'il a des sentiments pour Casca à ce moment-là. La discussion continue jusqu'à une colline où il y a tous les autres membres. Tous, hormis Judo, ne comprennent pas la décision de Guts, surtout Griffiths qui est prêt à croiser le fer. Ce dernier rappelle à Guts qu'il lui appartient. Malgré cela, l'envie de Guts de voler de ses propres ailes est trop forte. Un duel s'enclenche donc, mais Casca n'est pas d'accord et tente de s'interposer. Guts et Griffiths sont déterminés à se battre, et Guts va l'emporter d'un seul coup. La lame de Griffiths est brisée, il s'agenouille par terre, pendant que Guts part sans se retourner. Miura a choisi avec cette arme de nous introduire des personnages hauts en couleur. Zod, un apôtre que l'on verra à maintes reprises durant le récit, donc j'espère que vous l'aimez. Par ailleurs, l'introduction de Zod est importante.
dans le sens où il rappelle le lecteur dans un premier temps que les créatures issues de l'univers fantastique existent. Puis, pour les personnes qui n'auraient pas lu le Black Sword Man, il nous introduit une première fois un événement fantastique, car jusque-là, le Golden Age était un arc plutôt conventionnel. Conventionnel dans le sens où il était plutôt très réaliste et très médiéval réaliste. La transformation de Zod est surprenante, déjà physiquement, mais aussi en termes de dessin. Le colosse est merveilleusement dessiné par le mangaka et il a même droit à une double page. Mine de rien, personnellement, je vois cette double page comme une césure dans le récit. Ce dernier, à la vue de la bérite pourpre de Griffiths, nous explique des éléments du scénario. Il est surpris qu'un humain soit en sa possession et disparaît tout de suite après l'avoir vu, sans oublier de prévenir Guts du funeste destin qui risque de lui arriver. Lors de sa seconde apparition, au moment où Guts se bat contre Boscorn, on remarque une chose intéressante. Il aide Guts à remporter son combat en lui envoyant sa propre épée. On comprend dès lors qu'il joue un double jeu, comme si qu'il voulait absolument que Guts reste en vie. À ce moment du récit, on comprend qu'il possède des clés narratives que nous, lecteurs, nous ne possédons pas. Par ailleurs, c'est à partir de l'incorporation de Zod que les éléments fantastiques vont se multiplier sans trop inonder le lecteur. Tout par petites couches, comme par exemple avec de la poudre d'elfe qui sert à soigner les blessures de Guts, qui rappelle évidemment Puck du Black Sword Man. On ressent que Miura a fait des recherches sur le monde médiéval. C'est une notion que j'avais abordée lors de la précédente vidéo, mais ici, elle se confirme et s'affirme. Miura sait de quoi il parle. Les intrigues politiques fonctionnent très bien dans cet univers et il arrive à les faire fusionner à merveille avec des différents conflits du Midland, comme par exemple les différentes guerres avec les Tudors, mais aussi les intrigues de cour. Miura a placé une guerre qui dure plus de 100 ans au cœur de son récit. C'est grâce à celle-ci que la Brigade des Faucons va réussir à gravir les échelons au sein du Midland. Cette guerre qui oppose le Midland aux Tudors rappelle évidemment la guerre de 100 ans qui opposait les Anglais aux Français en 1337. Je pense que Miura a placé ce conflit pour que nous, Européens, réussissent à contextualiser le récit. Alors que dans les faits, tout cela n'est que fictif et rien n'est réellement historique. Puis la brigade, en montant les échelons, va s'attirer la foudre de plusieurs seigneurs qui refusent de voir des sangs non nobles avoir le même grade qu'eux. De ce fait, nous allons avoir des conflits extérieurs au royaume avec les Tudors, mais aussi internes au royaume avec les différents conflits de la cour. Mais tout cela sera déjoué par le Faucon qui réussira à chaque fois à tirer son épingle du jeu. Si l'on retire les intrigues de cour et la politique, tout cela fonctionne aussi par le dessin. Tout ce qui touche au dessin dans Berserk fonctionne à la perfection. Des armures de chevaux en passant par les fronts et bien les champs de bataille, tout fonctionne à la perfection. J'en ai pas beaucoup parlé lors de mon résumé, mais les plans de guerre que Griffiths met en ordre afin de prendre l'ascendant sur ses adversaires fonctionnent aussi très bien. Tout est bien détaillé et expliqué par le dessin. Une chose toute bête, mais le fait que beaucoup de personnages s'exclament du fait que Casca soit une femme combattante est la marque d'un intérêt pour l'auteur du monde médiéval. Même si on compte des femmes chevalières dans notre monde, il y en avait véritablement très peu. Et j'aime à penser que Miura s'est inspiré de Jeanne d'Arc qui s'est illustrée femme chevalière lors de la guerre de 100 ans, qui est, si vous avez bien suivi, la source d'inspiration du conflit entre le Midland et les Tudors. Maintenant! Griffiths est un personnage qui est mine de rien assez secret dans ses apparitions. Il mène ses hommes comme un excellent combattant et commandant, et ce n'est pas pour rien qu'il est leur chef. Tous les membres sans exception lui témoignent un respect total. Pas seulement de surface, mais même quand il n'est pas là, tout le monde le voit comme une sorte de sauveur qui réalisera son rêve. C'est ce rêve et ses ambitions qui le démarquent beaucoup des autres personnages. En somme, il explique à la princesse Charlotte que c'est ce rêve qui l'anime, qui le rend supérieur aux autres. Même s'il n'est pas tout à fait du genre à prendre la grosse tête, tout ce qu'il fait est réfléchi et calculé d'avance. Pour faire une métaphore, si Berserk était une partie d'échecs, Griffiths aurait toujours 3 coups d'avance. Et cette avance est due à un certain équilibre avec les membres de sa brigade, notamment avec ses 2 éléments les plus importants, Guts et Casca. Casca est un personnage avec un fort caractère. C'est une forte tête qui n'a pas peur de risquer sa vie si c'est pour la léguer au rêve de Griffiths. Sa relation avec ce dernier est très sainte. Griffiths est attentionné par cette dernière sans réellement l'aimer amoureusement, lui étant trop obsédé par son rêve. La relation entre Casca et Griffiths évolue pas vraiment durant l'arc, elle est plutôt unilatérale. C'est Casca qui reste obsédé par Griffiths et Griffiths qui lui témoigne parfois un peu d'affection. Par contre, sa relation avec Guts, elle, ne fait qu'évoluer au fil du récit. Elle passe de « tu n'es qu'un chien enragé » à « je souhaite qu'il reste ». Et je pense que cette évolution est due au temps qu'ils ont passé ensemble à s'entraider. Mais surtout, lorsque Guts a effectué sa centurie, c'est à ce moment précis qu'elle a vraiment commencé à s'apaiser. De plus, Griffiths à cette période devient de plus en plus inatteignable pour Casca car il passe la majorité du temps avec les aristocrates.
alors que Guts, lui, reste assez fidèle à lui-même. Lorsqu'ils étaient dans la grotte, Casca lui a raconté son enfance et sa rencontre avec Griffiths, et cet élément, selon moi, a changé le cours de la relation. Elle s'est confiée à Guts et a relâché toute cette frustration qu'elle a pu avoir envers ce dernier, de ce fait elle se sent plus libre. Puis, dès lors que Guts a fait part de son envie de quitter la brigade, elle est la seule au courant et on opère un changement drastique dans sa manière d'être. Elle pense plus souvent à Guts alors qu'auparavant, elle n'avait que yeux pour Griffiths. Guts, quant à lui, c'est assez complexe, car il évolue plusieurs fois au fil du récit, notamment après son combat contre Zod, il est déterminé à être, comme Casca, l'épée de Griffiths. Mais plusieurs événements vont le marquer, notamment le meurtre d'Adonis qui va lui rappeler sa relation toxique avec son propre père adoptif. Mais aussi et surtout, la discussion entre la princesse Charlotte et Griffiths qui va lui apporter une chose importante, un objectif. Il veut devenir l'égal de Griffiths afin de devenir son véritable ami. La relation Griffiths-Guts par ailleurs est assez saine. Mis à part cela, Guts fait sans discuter ce que Griffiths lui demande à chaque fois, et cela fonctionne parfaitement, entre les assassinats mais aussi les ordres sur le champ de bataille. Sa relation avec Casca, comme expliqué plus tôt, est évolutive. Mais elle va apporter quelque chose de nouveau chez lui, c'est de l'amour. Pour l'instant, lui-même ne le sait pas, mais pourtant Judo semble l'avoir perçu. De ce fait, nous avons trois personnages qui collent parfaitement entre eux. Ils sont tous les trois très complémentaires et Griffiths le sait. Il faut que cet équilibre reste parfait, sinon ses plans vont se déjouer. Et pourtant, il a beau avoir plusieurs coups d'avance, il en a un qui n'a pas réussi à voir venir. Le but que tu t'es fixé est encore loin. Relève-toi. Reprends ta marche. Tout ira bien. Tiens-toi droit et avance. Lors de l'annonciation de Zod, Zod annonce à Guts que s'il est un véritable ami de Griffiths, ses rêves de grandeur le détruiront. Il annonce un peu ça comme une sorte de prophétie. Ces mots trouveront une répercussion chez Guts lors de la discussion entre la princesse Charlotte et Griffiths après l'assassinat d'Adonis. Griffiths fait comprendre à Charlotte que pour qu'il considère quelqu'un comme un ami, il faut qu'il soit son égal. Or, Guts n'est pas l'égal de Griffiths. Il n'est pour lui qu'une arme qui lui obéit au doigt et à l'œil, il ne possède pas de rêve non plus, contrairement à Griffiths. Par ailleurs, c'est cette absence de rêve qui a fait perdre Guts lors de son premier duel. C'est le meurtre d'Adonis qui va enclencher ce questionnement. Pourquoi l'enfant devrait-il mourir des mains d'un homme qui n'avait pas de rêve? Cet enfant, qui ressemble énormément à Guts dans sa relation paternelle, c'est cet événement qui fait écho en lui, et la discussion de Charlotte n'a fait qu'enflammer l'essence qui était déjà posée par terre. Après sa centurie, Guts discute avec Casca et lui explique qu'il veut partir, car il n'est pas alimenté par le même feu que toute la brigade, il se sent extérieur aux ambitions débordantes de Griffiths, et il en a marre. Il veut trouver une raison de vivre, il veut trouver un rêve, il veut quelque chose qui soit rien qu'à lui. Et cette chose qui ne serait rien qu'à lui, ça serait d'être l'égal de Griffiths. Maintenant, il a un objectif, il peut désormais s'affranchir de Griffiths, et c'est ce qu'il fait lorsqu'il remporte le duel. Comme expliqué lors de la présente vidéo, ici c'est le cogito ergo sum de René Descartes que Kentaro Miura a voulu mettre en valeur. Cogito ergo sum veut littéralement dire, en latin, je pense donc je suis. En tuant Adonis, Guts prend conscience qu'il a tué un enfant pour les rêves d'un autre. C'est en ayant conscience qu'il a réussi à se détacher du rêve de Griffiths. Il a conscience qu'il n'a pas de rêve, il en veut un maintenant. Il en veut un pour devenir l'égal de Griffiths. Cette philosophie est étroitement liée à la dialectique du maître de l'esclave qui est la seconde philosophie de cet arc. Pour schématiser simplement ce qu'est la dialectique du maître et de l'esclave, c'est s'il y a un maître, il y a forcément esclave. Mais si l'esclave s'affranchit du maître, le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient maître. On va simplifier tout ça avec des exemples concrets. Ici, le maître est Griffiths, l'esclave est Guts. Dès que l'esclave cherche à s'affranchir du maître du coup de Griffiths, les rôles s'inversent. Parce que le maître sans esclave ne peut être maître. Et il dépend de son esclave. À la fin du duel, lorsque Guts gagne, il devient le maître de Griffiths et Griffiths devient l'esclave. Et mine de rien, les positions à la fin du duel l'expriment plutôt bien. Griffiths se retrouve seul, un genou à terre, le regard dans le vide, il est l'esclave. Guts lui se retrouve debout, en train de marcher, il est le maître, et il s'enfonce petit à petit dans la neige. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que le contenu continue de vous plaire. Il y a eu un gros laps de temps entre la présente vidéo et cette vidéo-ci, parce que je suis étudiant, donc je dois chevaucher entre les deux. C'est un peu complexe, mais je vais y arriver, surtout que là actuellement je suis en vacances, donc j'aurai le temps de poster un petit peu plus de vidéos. Il y a eu aussi un énorme souci en termes d'audio, parce que la première partie de la vidéo je l'avais faite avec de mauvais réglages, j'ai pas eu le temps de la modifier, et surtout qu'entre deux je suis tombé malade. Mais bon, bref.
trêve de bavardage inutile, on va s'arrêter là. J'espère que, encore une fois, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça pourrait être sympathique. Et à la prochaine pour la 3e partie du Golden Age et normalement la fin.